Le Sénégal se trouve à l'extrême ouest du continent africain, au bord de l'océan Atlantique. C'est un carrefour de grandes routes maritimes et aériennes. Le Sénégal est un État indépendant depuis 1960. Nous arrivons à Dakar, ou Dahar en wolof, le dialecte majoritaire du pays. La capitale est une ville portuaire de plus d'1 million d'habitants, ce qui représente 25% de la population. Elle concentre 80% des activités économiques du pays. L'une des plus belles plages de Dakar, les Almadies, est minuscule, à peine 100 mètres. Un endroit plein de vie. De petites échoppes accueillantes et pas chères vous permettent de faire quelques achats ou même de boire et manger sur place. Mais regarde, c'est pas cher, hein? C'est cacahuètes. C'est supermarché, c'est 4 000. Elle a l'avantage d'être un havre de paix et de repos, du fait de la barrière de rochers qui la protège des vagues. Nous croisons de jeunes sportifs en pleine séance d'entraînement d'haltérophilie pour la traditionnelle lutte sénégalaise. Ce sport est plus populaire que le football. La lutte est un sport ancestral symbolisant le combat de l'homme contre les forces de la nature. Nous nous rendons au marché de Soumbédioum, situé sur une plage connue pour ses arrivages de poissons frais. En fin d'après-midi, nous assistons au retour des pirogues à moteur, au déchargement des nombreuses variétés de poissons, crevettes, crabes et autres crustacés. Les négociations se font entre pêcheurs, armateurs et marailleurs. Les Sénégalais consomment en effet 35 kg de poissons par personne et par an, ce qui les place au 3e rang mondial. Les poissons pêchés sont immédiatement nettoyés et cuits et même mangés sur place. Du producteur au consommateur. C'est un marché bruyant et odorant. L'histoire de Dakar est intimement liée à celle de l'île de Gorée. On appelle Dakar la fille de Gorée. Nous embarquons pour cette île, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1978. Elle est située au large de Dakar, à 20 minutes en bateau. C'est à la fois une île de l'océan Atlantique Nord, située dans la baie de Dakar, et l'une des 19 communes d'arrondissement de la capitale. Elle fut à partir du XVe siècle successivement portugaise, hollandaise, anglaise et française. C'est un lieu chargé de la déchirante mémoire de la traite des esclaves de tout le continent africain. La traite des Noirs y fut pratiquée pendant 3 siècles. Gorée était le lieu de transit où les captifs, futurs esclaves, étaient rassemblés avant d'embarquer vers les Amériques. Émouvante et belle, y faire une halte ne vous laissera pas indifférent. Elle se caractérise par une architecture homogène et magnifiquement colorée. Ses ruelles ombragées de bougainvilliers et d'hibiscus, la brise de l'océan.
Les animaux sont en totale liberté, et nous aussi. Pas de barrière, pas de limite physique entre le privé et le public. Sensation étrange. Des artistes peintres habitent et exposent sur l'île. Les habitants sont accueillants et respectueux si nous le sommes nous-mêmes. L'île de Gorée est un endroit très attachant. Sur le front de mer, dans l'anse de Gorée, nous découvrons la plage. Du sable fin, une eau claire, une vue incroyable sur le large. Nous serions bien restés plus longtemps, mais le bateau attend. Américain, Washington qui envisage de les extrader vers l'Italie où ils sont poursuivis. Merci, c'est moi. Soutien logistique. À qui je donne 500 là? Le lac Rose, dont le véritable nom est lac Retba, est situé à 40 km de Dakar. C'est un grand lagon peu profond, situé à quelques centaines de mètres de l'océan et entouré de dunes. Jusqu'en 2008, il est l'arrivée officielle du célèbre rallye Paris-Dakar. Mais il est également la plus grande ressource de sel du Sénégal et une curiosité naturelle. En effet, la teinte de l'eau change en fonction de l'intensité du soleil, du vent, de sa teneur en sel, de la présence de micro-organismes et à la forte concentration de minéraux. Du gris au mauve en passant par le rose, d'où son nom. Ce jour-là, il y a trop de vent. Les saliniers ne peuvent pas travailler, mais nous rencontrons leurs femmes qui habituellement débarquent les pirogues de sel. Elles sont en train de confectionner des bijoux qui seront vendus aux touristes de passage. Nous nous sommes assis avec elles, avons dansé et ri. Une belle rencontre. Bon, mais c'est pas possible, mais pourquoi Nous voulions prendre le train Dakar-Sali. La gare de type colonial a été fermée en 2010 afin de préparer le projet de parc culturel Les 7 merveilles de Dakar. En 2013, le nouveau gouvernement annule le projet et annonce la sauvegarde de celle-ci et la réhabilitation du réseau ferroviaire. Mais pour le moment, elle demeure hors d'usage. Nous traversons le marché de la gare, plus connu sous le nom de marché malien. La légère brise transporte des odeurs d'épices, de beurre de karité et d'encens. Vous faites quoi comme ça? Dans chaque pays traversé, nous nous rendons chez le professionnel du coupe-chou, le barbier pour le rasage plaisir à l'ancienne. Le rasage est un rituel qui fait référence au passé
au savoir-faire et qui créent un lien. Après cette pause détente, nous reprenons notre voyage. Direction Sali, située sur ce que l'on appelle la Petite Côte. Nous y établirons notre camp de base. C'est une station balnéaire calme et paisible et dont l'hospitalité des habitants n'est pas une légende. Nous serons invités à faire une partie de pétanque. Après la chaleur de la journée, tout le monde profite de la douceur du début de soirée. Chacun a ses occupations. Humour et créativité de la rue. Autour de nous, une profusion de couleurs et de senteurs. Palmiers, bougainvilliers, hibiscus, tamaris et cordia. Comme tous les soirs, les pêcheurs ramènent leur pêche quotidienne sur des charrettes tirées par des chevaux ou des ânes. Les lutteurs viennent s'entraîner sur la plage jusqu'à la nuit tombante. Ce matin, nous partons à 15 km de Sali pour la réserve de Bandia, qui est une réserve privée. « 40 km de piste et quelques 3500 hectares. Elle est en plein cœur de la brousse et possède de grandes étendues herbeuses parsemées essentiellement d'acacias, épineux géants, nourriture appréciée des girafes. Notre guide nous fera une surprise de taille. Après les consignes de sécurité, il nous fait descendre prudemment du véhicule. Quand soudain, nous sommes attaqués par une autruche qui court plus vite que nous. Notre guide s'interposera entre ce gros mâle adulte, en rut nous l'apprendrons plus tard, et nous. Après avoir marché sans savoir où nous allions, dans le silence le plus total, le temps que le regard s'habitue, et là, devant nous, un couple de rhinocéros blancs. Magique. Grandiose, quel émerveillement et enchantement que de côtoyer et partager un tel moment, si éphémère soit-il. Vous savez, en Afrique, les populations se forment par groupe ethnique. Et ces groupes ethniques qui nous intéressent sont les Sérères. Je viens après l'ethnie Wolof. C'est notre menu subdivisé en sous-groupes. En haut, vous avez la noblesse, propriétaire des terres, assimilée même à des rois de par leur fortune. La fortune consiste à avoir beaucoup de terres et une grande famille.
Là, on est roi. C'est la noblesse. Après, vous avez les castings, les gens de métier. Tous ceux qui ont encore de métier, tisseurs, forgerons, menuisiers, et même photographes. Après, vous avez au bas de l'échelle ceux qui étaient chargés de véhiculer les messages, comme on dit, des historiens. Ce groupe est, cette tranche est importante dans la société parce qu'on ne connaissait pas les téléphones portables ni les radios. Tout se passait de bouche à oreille, c'est l'expression orale. Donc c'est la tradition orale. Soit par la parole, soit par le tambour. Ces gens qui étaient chargés de véhiculer le message, c'est ce qu'on appelle ces historiens, les batteurs de tam-tam. L'homme à qui on confie beaucoup de secrets et qui avait beaucoup de tours dans sa tête, assimilé même à un sorcier par sa connaissance mystique. Je vais nommer les griots serrères. Les griots serrères. C'est celui qui fait le spectacle souvent, que vous entendez la musique, les sons, et qui chante. Le soir, sous l'arbre à palabre, qui tient en haleine les populations. Aussi important qu'il soit, à leur mort, ils n'étaient pas acceptés par la terre. Ils ne sont pas acceptés par la terre? Ah, on ne les enterrait pas. Ah bon? C'était des croyances animistes. Parce que si vous les mettez dans la terre, le ciel allait arrêter ses vannes et la terre serait souillée. Dans un monde agricole, si la terre est souillée et que le ciel arrête ses vannes, ça serait la catastrophe. Mais pourquoi il serait souillé le sol? Puisque ce sont des... C'était des croyances. C'était les croyances animistes. D'accord. On y tenait. On ne mettait jamais les griots dans la terre. Et alors qu'est-ce qu'on en faisait? On les c'est brûlait, important. on les... Ah là, on les incinérait pas, on les brûlait pas. On les mettait dans le trou de ce baobab. Et dans ce baobab, vous avez des ossements à n'en plus finir, qu'on appelle le baobab tombeau. L'arrivée des religions comme l'islam et le christianisme. Maintenant, tout le monde au même pied d'égalité. Notre pisteur nous parle du braconnage qui fait des ravages et est responsable de la disparition d'espèces d'animaux. Grâce à l'initiative qui a vu la création de la réserve de Bandia, nous verrons les crocodiles placides et impassibles se réchauffer au soleil. Les zèbres se laissent raisonnablement approcher. Les girafes, beaucoup moins. Les troupeaux d'antilopes et de gazelles, tels que élan, antilope cheval, koudou, oryx, impala, parcourent un environnement grandiose de baobabs géants. Un spectacle vivant, plein d'émotions. Un assemblage de sons et de bruits naturels constitue cet orchestre sauvage. Les singes patasses et les singes verts se réfugient à l'ombre des arbres aux heures les plus chaudes de la journée. Nous croisons des phacochères et des tortues géantes. La réserve recense 120 espèces d'oiseaux. Le baobab est l'emblème du Sénégal avec le lion.
D'autres animaux sont à voir dans d'autres parcs en Basse-Casamance. Gnous, suricates, lions, flamants roses, babouins, éléphants. Tout un programme qui nous rapproche et nous fait prendre conscience de la beauté naturelle de notre planète en grand danger. Au Sénégal, l'effectif des éléphants est passé de 450 en 1979 à une cinquantaine aujourd'hui. Nous partons pour Mbour. Mbour est le deuxième port de pêche du Sénégal. L'essentiel de la pêche est destiné à l'exportation vers les pays limitrophes, l'Union européenne et les pays asiatiques. Il faut assister au retour des petites pirogues en fin d'après-midi, dont les poissons sont vendus essentiellement aux locaux et aux touristes. Beaucoup de femmes sont présentes. Elles s'occupent du salage et du séchage du poisson. Ce métier féminin est essentiel. Il permet de conserver les produits de la mer et nourrit l'intérieur du pays. Déballage, nettoyage du poisson se font à même la plage. Un monde en ébullition. On y retrouve des espadons, marlins, thons, barracudas, seiches et requins. Nous traversons les halles couvertes. Une explosion d'images, d'odeurs qui se prolongent dans un dédale de ruelles étroites où nous trouvons les épices, les poissons séchés et la dernière partie de cet immense marché réservé aux tissus. Nous vous conseillons de vous faire accompagner par un guide ou un habitant local. Il vous aidera dans l'achat du poisson et pour faire des photos ou filmer, car seul, c'est un peu compliqué. Sur le retour, nous passons par des villages où nous rencontrons des éleveurs et des cultivateurs, revenant des champs, avec leurs charrettes remplies de foins et de riz, tractées par des ânes et des chevaux. Village natal du poète académicien Léopold Sédar Senghor, Joal mérite qu'on s'y arrête.
Pour la visiter, on peut s'y rendre en pirogue ou en traversant à pied par son pont pittoresque en bois long de 725 mètres. C'est une île, l'île aux coquillages. À l'arrivée, nous choisirons la pirogue. En pays sérère, il est tabou de rejeter les coquillages à la mer. Beaucoup de croyances animistes résistent. Les femmes les déposaient aux abords de l'île qui s'est agrandie peu à peu. Les passeurs manient la pagaie avec une telle dextérité que les oiseaux tels que hérons et aigrettes ne s'envolent qu'au dernier moment. Nous pouvons y découvrir et y admirer ces greniers à mille sur pilotis. Les habitants de Fadiouth ont préféré les construire ainsi pour protéger la récolte des rongeurs ou autres animaux. Recouverts à chaque marée, ils rajoutent du charme au paysage. Nous nous trouvons sur le pont reliant d'un côté le cimetière, de l'autre le village. Ici se côtoient 10% de musulmans et 90% de chrétiens, soit l'inverse du reste de la population sénégalaise. Nous voilà dans les ruelles du village chargées de soleil. Le sol est un véritable tapis de coquillages et de coques, au son très particulier et à la blancheur étonnante. On trouve même de ces coquilles dans les parpaings servant à construire les maisons. Ce lieu est empreint de calme, propre, rien ne traînant dans les ruelles. Vous pouvez partager votre chemin avec l'un des nombreux cochons habitant le village, au milieu des vendeurs de poissons qui n'ont pas la hargne de la capitale. C'est bien avec le couscous, avec le riz. Ouais, ça c'est escargot de la mer. Chaque quartier, 7 au total, possède sa casa palabre, où les vieux sages se retrouvent pour discuter des décisions à prendre devant une partie de dames ou se rafraîchissent au café. Lors de notre départ, nous croisons sur le pont de jeunes enfants rentrant joyeusement de l'école. L'ombre de Léopold Sédar Senghor, premier président du Sénégal, ancien ministre et académicien français, plane. Les Sénégalais sont nostalgiques de leur ancien président et ont fait un musée de sa maison natale. Donc nous avons assisté à la danse du folion, ou le simb. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus et m'expliquer un petit peu les personnages? Un homme maigre qui porte un costume de simb. Un simb, ce sont des costauds qui le portent, quoi. Parce que pour porter ça, ça demande des heures pour monter le costume. Ouais. Lui, il a été réduit à ça. Nous allons assister à la légende de la danse du faux-lion, ou simb en wolof, dialecte local. Elle a engendré une cérémonie artistique et mystique remontant à l'époque où le Sénégal était une vaste et épaisse forêt peuplée d'animaux sauvages tels que lions, hyènes, singes, chacals, gazelles. On raconte qu'un jour, un chasseur ayant survécu à l'attaque d'un lion resta très choqué par sa rencontre avec le fauve. Il en perdit la tête et devint une personne étrange. Il se mit à rugir comme un lion, ne mangeant plus que de la viande crue, des poils lui poussant même sur le corps. Il était devenu le lion, soit le simb. Les guérisseurs procédaient alors à des rituels dits de possession, afin de le désenvoûter, de l'exorciser, comme pour des cas de possession par un esprit ancestral dans la culture animiste. Par un personnage qui fait des expressions corporelles qui viennent du lion, dans une nature telle que comme une scène ou une organisation, juste une cérémonie traditionnelle, et ça sort. L'homme qui porte le costume ne doit pas
parler durant tout le spectacle. Lui, on le donne. Il y a quelqu'un qui vient avec une calebasse ou avec une bassine pleine d'eau, il va le mettre au milieu, au cercle là où on fait le ciment en général. En hommage au Simb, une danse dite la danse du faux-lion existe encore à notre époque sous forme de cérémonie célébrant les fêtes. Le personnage du Simb est maquillé de rouge et de noir et prend un aspect terrifiant pour provoquer l'affolement de la population et notamment celui des enfants. Les hommes se déguisent en lion, d'où le terme de faux-lion, mais aussi en hyène ou chacal, avec sur eux différentes couleurs pour les distinguer les uns des autres. Certains prennent également l'apparence de femmes, on les appelle les hommes-femmes. Quel jeune Sénégalais n'a jamais tremblé devant cet être mi-homme, mi-félin ? Une danse finale symbolise la puissance du Simb entouré de ses femmes. La musique des sabars et autres djembés résonne de plus en plus fort et clôture avec beauté mais aussi dans un certain déchaînement furieux les cérémonies. Le Simb et sa légende sera-t-il encore longtemps célébré ? Le delta du Saloum est certainement l'une des régions naturelles les plus étonnantes et magnifiques du Sénégal. Situé au confluent des fleuves Siné et Saloum, aujourd'hui quasi asséché. L'excursion en pirogue reste le meilleur moyen de visiter ces centaines d'îles et d'îlots,
recouverts tantôt de terre au milieu de palmiers et de baobabs, tantôt de mangroves et de palétuviers, mais aussi les recoins de ce magnifique parc naturel au milieu de bolongs et d'observer les oiseaux de ce paradis animal et végétal. Cette région naturelle du Siné Saloum se trouve au nord de la Gambie et au sud de la Petite Côte au Sénégal. Il constitue l'un des plus beaux sites du Sénégal. Territoire hybride entre terre et mer, il est composé de lagunes, forêts, cordons sableux. La mangrove règne au Siné Saloum, la forêt de l'océan, où les huîtres de palétuvier sont un pur délice. Nous découvrons les colonies de pélicans, cormorans, hérons et autres martins pêcheurs. Sa situation sur l'une des voies principales de migration en fait un magnifique sanctuaire d'oiseaux. C'est un paradis ornithologique d'une grande diversité d'oiseaux. Aigrettes, échasses, grandes aigrettes, milans noirs, rôliers d'Abyssinie. Le Siné Saloum surprendra certainement le voyageur par la beauté de ses paysages. L'animal nourrit le pays et participe à la vie quotidienne de la population. Changement de cap. Nous prenons l'avion pour nous rendre en Casamance. Situé à l'extrême sud du Sénégal, entre la Guinée-Bissau et la Gambie, pays anglophone enclavé à l'intérieur du Sénégal, nous pouvons une nouvelle fois admirer forêts et bolongs et zones de mangroves inondées. Les enfants se baignent dans la mangrove. Ici, le rythme de vie est celui d'une bourgade paisible au bord de l'eau. Nous nous rendons au village de Bignona. Comme chaque année en juin et juillet, le village de Bignona, capitale de la rive droite de la Casamance, charmante bourgade bordée d'arbres fleuris. Les femmes du village vendent des fruits et légumes à l'ombre de fromagers millénaires. Les hommes, quant à eux, s'occupent des troupeaux de vaches et de chèvres. Mon ami, c'est rapide. Ouais. Il a besoin de tourner. En Basse-Casamance, en pays Diola, se déroulent plusieurs rites initiatiques. Nous assistons aux traditions tournant autour de la culture du riz. Nous croisons le kangouran. C'est un rite initiatique mandingue classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le personnage central, recouvert de fibres d'écorce d'arbres, est un génie qui est garant de l'ordre et de la justice. Il exorcise les mauvais esprits. Il se déplace dans le village en exécutant une danse saccadée et en jouant avec 2 coupe-coupes. Il sème la terreur dans les rues en poussant des cris stridents de coq. Nous partons pour le village voisin de Tandiem, où l'école, construite en 1871, fut la première maternelle du Sénégal en plein cœur de la brousse, non loin de Ziguinchor, ville principale.
rencontre avec le directeur de l'école. Le travail en commun, bien les projets communs, nous ne les faisons qu'en matière de pédagogie. Il y a des générations qui ont connu les valeurs traditionnelles. Ils ont été marqués pendant l'éducation traditionnelle. Parce que ça fait partie des apprentissages. Ouais. Vous prenez les enfants les plus âgés, l'étape 3, CM1, CM2, et même au CE, l'étape intermédiaire. On leur apprend la franchise, l'honnêteté, la vérité, l'amitié, l'ingratitude. On leur apprend tout ça. Maintenant, quand l'enfant, vous lui dites qu'il ne faut pas être ingrat, la reconnaissance, il faut être reconnaissant. Parce que c'est aujourd'hui, mais de tous les temps, je crois que, moi profondément, je crois que l'enseignant doit être une référence, un modèle, un exemple. Maintenant, vous avez une certaine attitude. Vous voulez asseoir des apprentissages, vous voulez changer de comportement, vous voulez installer des valeurs. Je crois qu'il y a une certaine attitude qu'il faut avoir à l'endroit des enseignants, collègues, à l'endroit des élèves, à l'endroit des parents, à l'endroit de la société, à l'endroit de l'État. Vous pouvez dire quelque chose dans la classe ou aux élèves, mais plus fort que vous arrivez à démentir cela. Je dis à l'enfant, l'abus de l'alcool est dangereux. Il va à la télé le soir, on lui dit la bière d'Alsace, c'est la meilleure bière. Entre la télé et le maître, qui a dit la vérité? Nous allons assister à la cérémonie du Bukut. Organisée par les anciens qui détiennent le pouvoir sur les villageois et contrôlent tous les moyens de production, cette cérémonie est toujours d'actualité dans les communautés animistes d'Afrique. Le Bukut constitue le pivot de la vie sociale et permet à une nouvelle classe d'âge d'accéder à l'indépendance politique, économique et religieuse. L'initiation répond à des rites aussi ancestraux que rigoureux et s'adresse aux adolescents ou aux adultes qui n'ont pas été encore initiés. Elle a pour but de leur révéler certains mystères et de les situer par rapport à la nature et à la société. C'est le passage de l'adolescence à l'âge adulte par l'enseignement. Les préparatifs durent plusieurs jours. Alors que les habitants des villages voisins convergent en grand nombre vers le village pour observer le rituel, les futurs initiés se préparent pour leurs épreuves. Elles se déroulent à l'abri des regards, dans la forêt du bois sacré, sous le contrôle observateur des anciens et des enfants. Tout d'abord, de jeunes garçons doivent subir diverses épreuves physiques et morales afin de devenir des hommes. Tant qu'ils n'auront pas satisfait à cette exigence, les jeunes gens ne pourront ni se marier ni recevoir de la terre, s'excluant de ce fait de la communauté. Le non-initié n'est pas considéré comme un homme, comme nous l'explique Bouba. La circoncision, c'est une éducation. Une éducation, on te prépare physiquement. Quand tu sors du bois sacré, tu es homme. Tu peux te marier. Mais sans la circoncision, tu ne peux pas te marier. C'est pas possible. Même jusqu'à 40 ans, tu ne peux pas te marier. Oui, quand tu te maries, tu vois un père de famille qui va avec ses enfants. Voilà, c'est autre chose. Les femmes et les enfants représentent le non-initié et l'innocence. Leur visage est recouvert de peinture faite d'un mélange de boue et de craie. Le crâne des futurs initiés est rasé. Les femmes tapent sur des outils, des bêches, en guise d'instruments de musique. Elles portent des ornements faits de perles et de coquillages, dits de Aline Sidjoé Diatta, représentant la reine de la Casamance.
Diverses démonstrations de bravoure figurent au programme. Les initiés font office de professeurs en montrant la posture corporelle, la gestuelle, le regard, ainsi que la façon de danser. Au Sénégal, la danse joue un rôle essentiel pour cet art. Le continent noir reste un lieu d'échange, de rencontres, d'apprentissage, de renouvellement et de ressourcement. Mais comme tu vois, les cornes, qui va le faire, c'est mes parents. Il y a des pagnes, comme ça, qui va le faire. C'est mes mamans. Et donc, si je n'ai pas ça, si je suis orphelin, comme par exemple, je suis orphelin de mère et de père. Donc là, je suis sûr, quoi. C'est comme je peux dire, un animal qui va sans berger, ça, quelqu'un qui est perdu. Lors des préparatifs de la cérémonie, les initiés réalisent différents masques avec l'aide des anciens. Parmi eux, les masques Ejumbi, fabriqués avec des joncs tissés et ornés de cornes de bétail. L'initiation se déroule surtout en milieu de journée jusque tard dans la nuit. Ici, elle a lieu en pleine brousse, sous l'arbre du bois sacré, au milieu de milliers de moustiques et insectes nocturnes. La soukatene est l'apparat porté toute l'année par les futurs initiés Diola, et ce jusqu'à la fin du rite. L'initiation aux danses est très importante. Les danses bougreb ainsi que les chants entourent l'événement. Les masques avec les cornes portent le nom de Essamay. Ils définissent la force, la vivacité, la puissance et le courage. Ils rappellent aussi le sens du rituel. Ils sont perçus comme la force vitale d'un être humain ou d'un animal au moment de sa mort. L'économie de la région est principalement tributaire du tourisme, de l'agriculture, mais surtout de la pêche. Tous les soirs, les pêcheurs reviennent avec d'immenses barracudas, capitaines, raies, carquerons.